Je me lève à 6 heures chaque matin pour aller à la salle de sport tous les jours de la semaine. Je travaille 6 jours sur 7, mais malgré ce travail acharné, je ne ressens pas le moindre coup de bambou. Je déguste la vie comme un plat de pâtes carbonara et passe du temps de qualité avec mes amis. Je charbonne entre 10 et 12 heures par jour en gardant un niveau d'énergie intense. Aujourd'hui, je vais vous partager les 7 routines que j'ai mis en place pour avoir un niveau d'énergie quasi sans fin. Ces routines vont vous rendre plus heureux, vous aider à profiter de chaque seconde de cette vie merveilleuse et surtout de vous sentir inarrêtable comme un bulldozer. Voici les 7 routines que vous allez découvrir. La première, ça va être de jouer la carte de l'honnêteté. La deuxième, ça va être de bouger votre corps. La troisième routine, ça va être de se reconnecter à quelque chose de plus grand que soi. Quatrième routine, ça va être de changer de disque. Cinquième routine, on va jouer sur la décharge cognitive. Sixième routine, plonger dans un océan d'abondance. Et septième routine, on va voir comment vous pouvez créer votre futur pour pouvoir atteindre la résilience, la confiance en vous et le bonheur. Mais sachez que ça n'a pas toujours été comme ça. Il y a quelques semaines seulement, ma vie était complètement différente. J'étais dans le down après une séparation avec ma copine et ça m'a affaibli. Puis j'ai perdu un gros client car il avait des problèmes d'argent. Et au même moment, j'ai déménagé, donc ça faisait beaucoup de retournements pour une seule et même personne, mon travail, mes revenus, mon couple, mon lieu de vie et mes relations. Tout était retourné en quelques semaines et même si d'habitude j'ai l'impression d'avoir une résilience à toute épreuve, cette fois ça m'a fait comme un gros coup de poing dans le bide qui m'a fait bien mordre la poussière. Mais vous n'êtes pas obligé de remettre en question toute votre vie pour en arriver là. Parfois, un seul de ces paramètres suffit pour vous mettre KO. Alors j'ai traîné ma misère et je n'arrivais même plus à me concentrer sur ma grande mission. J'avais l'impression d'être dans une sorte de brouillard toxique qui m'empêche de voir mon étoile du Nord. Cette même étoile du Nord qui me guidait depuis près de 3 ans. Comme si toutes les tâches étaient des priorités et en même temps, aucune d'elles ne semblait vraiment importante. J'avais envie de fondre en larmes plusieurs fois par jour. Honnêtement, je pense que je n'avais jamais été aussi malheureux de ma vie depuis plus de 10 ans. Mais finalement, j'ai décidé de mettre au point une méthode proactive pour reprendre les choses en main et ne pas me laisser décourager. Alors j'ai mis en place 7 routines que j'ai répétées jour après jour pendant un mois. 7 petits secrets qui peuvent radicalement métamorphoser votre manière de penser pour vous remettre sur les rails et passer à l'action pour accomplir votre mission de vie. Mais sachez que je n'ai pas de baguette magique et que ça va vous demander des efforts. Vous aurez peut-être même l'impression que c'est impossible. Alors vous avez le choix entre 2 pilules. Pilule rouge, vous effectuez un gros travail sur vous pendant 30 jours, ça va être douloureux mais ça en vaut la peine. Ou pilule bleue, vous continuez de subir votre vie pendant 6 à 12 mois jusqu'à ce que la blessure cicatrise d'elle-même. Pour moi, la réponse était évidente. Si vous avez choisi la pilule rouge, très bien, alors restez avec moi. Dans cet épisode, je vais vous partager avec vous 7 routines pour vous réveiller comme un choc électrique, 7 routines pour renforcer votre résilience, 7 routines pour vous relever avec fierté quand la vie vous fait mordre la poussière. Alors c'est parti pour le générique. Bienvenue sur Le Tunnel, le podcast pour ceux qui veulent tout quitter pour la liberté. Venez discuter chaque dimanche pour parler business, mindset et philosophie dans la bonne humeur avec un entrepreneur qui vit en Thaïlande. Donc l'étape numéro 1, c'est de jouer sur la carte de l'honnêteté. Le problème quand vous rencontrez des difficultés, quand vous êtes dans ce mindset où vous avez l'impression que le monde s'écroule, vous vous sentez seul, vous vous renfermez sur vous-même. Il y a beaucoup de gens qui vont rester dans leur lit et rester sous leur couette tout seuls. Et quand des amis vont les appeler au téléphone, ils vont avoir cette mauvaise habitude, si on leur demande comment ça va, de dire oui, bien sûr, tout va bien. Au téléphone, on me demandait comment ça va. Et par réflexe, je disais oui, salut, tout va bien, comme d'habitude. Et en fait, tout ne va pas bien. Ce que je vous recommande de faire, c'est la première étape et c'est très important, c'est d'être honnête avec vous-même et d'être honnête avec les gens autour de vous. C'est de vous sentir un peu, de dévoiler votre vulnérabilité et de dire à votre entourage ce que vous êtes en train de vivre. Donc ça, c'est la première étape, c'est d'être honnête avec vous-même et d'être honnête avec les gens que vous aimez et de leur dire la vérité. De leur dire, OK, je vais pas si bien que ça en ce moment, j'ai besoin de soutien, j'ai besoin d'avoir mes proches qui sont autour de moi et qui soient là pour m'aider. Et le fait d'être ouvert et de dire ces choses-là, c'est une forme d'intelligence émotionnelle. Ça veut dire que vous êtes à l'écoute de vos émotions. Et écouter son corps, écouter ses émotions, c'est très important. De pouvoir lâcher, d'être vulnérable avec son entourage, c'est une des meilleures manières de pouvoir déjà commencer à accepter ses difficultés et de pouvoir commencer à faire un pas en avant. D'ailleurs, quand vous avez une douleur ou quand il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, le fait de l'annoncer à vos proches ou de l'annoncer à des personnes qui comptent pour vous, ça vous permet déjà de faire la moitié du travail, d'en avoir pris conscience et maintenant, vous pouvez vous reconstruire parce que vous avez déjà posé quelques pierres, quelques briques pour pouvoir ensuite avancer. Et cette étape-là, elle est essentielle avant de passer à la suite. Si on n'arrive pas nous-mêmes à accepter les problèmes qu'on a dans notre vie, comment est-ce que vous pouvez être résilient et commencer à accepter ça? Donc la première étape, c'est d'être honnête avec vous-même et d'être honnête avec votre entourage et d'être vulnérable. La deuxième étape, c'est de faire bouger votre corps. Quand j'étais dans cette situation de down, j'avais pas du tout envie de faire du sport.
J'avais pas du tout envie de me bouger le cul parce que vous êtes crevé, vous êtes fatigué mentalement et moralement. Et faire du sport, c'est un effort. Vous vous dites, mais pourquoi est-ce que je vais me sortir les doigts du cul alors que la seule chose que j'ai envie, c'est de rester dans mon lit et de ne rien faire du tout. Et c'est pour ça que c'est hyper important de faire du sport et d'avoir des bonnes routines quand tout va bien. Parce que quand tout s'écroule autour de vous, vous avez conservé ces habitudes, vous avez conservé ce rythme qui vous motive. Et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile de commencer à faire du sport quand vous êtes dans une phase de down que quand vous avez déjà commencé cette routine-là avant. C'est comme un tourniquet que vous lancez. C'est beaucoup plus difficile de lancer ce tourniquet quand vous avez les pieds dans le ciment. Alors que quand vous êtes en pleine forme, quand vous êtes en mode athlétique et que vous donnez de l'élan à ce tourniquet, que vous le poussez, vous le poussez, vous le donnez une certaine forme d'inertie, une fois que vous avez les pieds dans le ciment, eh bien, c'est moins difficile parce que vous avez juste à donner des petits coups comme ça et de toute façon, le tourniquet, il est déjà en marche, il continue de tourner à fond. Ça vous demande beaucoup moins d'efforts. Donc l'étape 2, c'est de bouger votre corps. Et je comprends pas que malgré toutes les preuves que de faire du sport, c'est nécessaire. Il y a seulement un tiers des adultes aux US qui font une activité physique régulière, selon une enquête nationale sur la santé du Center for Disease Control. Donc choisissez un truc qui vous fait kiffer et bougez votre corps. On sait bien que l'exercice, ça permet de diminuer la dépression, l'anxiété, le stress, c'est aussi corrélé à un plus grand succès dans le business. Mais si vous vous en branlez de votre corps, tous les autres aspects de votre vie le paieront très cher. Les humains sont des êtres holistiques. Les êtres humains doivent être considérés dans leur globalité, c'est-à-dire que tous les aspects de leur existence, que ce soit le physique, le mental, émotionnel, social, sont interconnectés et interdépendants. Ce qui m'amène à un concept philosophique qui s'appelle le démonisme, qui a été rendu célèbre par Aristote, et l'idée est d'atteindre le bonheur et l'épanouissement par la pratique de la vertu. Donc Aristote, c'est un eudémoniste qui considère que le bonheur est ce qui donne son sens à la vie humaine. Et le sport, effectivement, c'est une forme de persévérance parce qu'on n'a pas envie de le faire, ça fait mal, c'est douloureux, mais on va continuer à aller à la salle, on va continuer de se forcer. Et pour vous expliquer un petit peu ce que c'est que le démonisme, parce que ça peut sembler être un terme un peu barbare, on va prendre l'exemple d'Harry Potter qui fait face à plein de défis. Un moment, ça va être un ogre dans les toilettes, un autre moment, ça va être la coupe de feu, les mange-morts, Voldemort, tous ces obstacles et ces défis qu'il va rencontrer, ça le met en difficulté forcément. Mais il va persévérer jusqu'à battre Voldemort à la fin, si vous avez vu le dernier épisode. Donc Harry Potter, c'est comme dans le sport, c'est la persévérance comme vertu qui permet à Harry Potter de surmonter les obstacles et de battre Voldemort. Et donc le sport qui est une forme de persévérance, c'est ce qui va mener à cette sensation d'accomplissement et c'est ce qui va mener au bonheur. Un autre aspect de bouger son corps, c'est de devenir intolérant à la médiocrité. Et c'est ce que le sport va vous permettre de faire. Si vous tolérez de ne pas être respecté, vous ne serez pas respecté. Si vous tolérez que des gens arrivent en retard et vous fassent attendre, les gens arriveront en retard à vos rendez-vous. Si vous tolérez d'être sous-exploité et sous-payé, cette situation ne changera pas. Et bien sûr, si vous tolérez que votre corps soit en surpoids, fatigué et constamment malade, il le sera. En d'autres mots, la vie ne vous donne que ce que vous acceptez et ce dont vous vous croyez capable. Un autre aspect de bouger votre corps, c'est d'adorer la douleur. Quand on fait du sport, c'est pas agréable, c'est pas quelque chose que la plupart des gens font parce que waouh, c'est trop bien de transpirer, j'adore souffrir à la salle de sport. Personnellement, c'est pas mon kiff, mais il faut avoir une vision micro et une vision macro. Pour être heureux, il faut faire du sport, il faut manger de la bonne nourriture et quand vous vous sentez très mal au milieu de l'exercice, eh bien c'est une des conditions pour pouvoir vous sentir bien après l'exercice. Donc pour être heureux, vous devez être un peu malheureux de temps en temps. Sinon, on boufferait des Burger King tous les jours, on se mettrait mal, on se prendrait des shoots d'héroïne parce que peut-être que l'héroïne, ça peut rendre heureux pendant quelques secondes, et finalement, on terminerait malheureux parce qu'on serait des dépressifs obèses. Donc voilà, le sport, c'est quelque chose qui va vous permettre d'être plus résilient, et du point de vue entrepreneurial, faire preuve de persévérance en business, c'est faire preuve de détermination, de discipline, malgré la fatigue et la douleur, et ça fonctionne exactement de la même manière que dans le sport. L'étape numéro 3, c'est de se reconnecter à quelque chose de plus grand que soi. Le problème, quand vous êtes dans cette période de down, c'est que vous trouvez plus de sens et que vous n'êtes plus motivé. Et moi, j'ai toujours eu une énorme résistance face à la religion, à Dieu, à quelque chose qui est plus grand que nous. Tout ce qui était spiritualité, j'avais des grands doutes même sur l'existence de ces choses-là. Je me suis dit non, ça vient de nous, ça vient de notre énergie. Et je vais vous expliquer pourquoi j'avais ce fameux conflit avec la religion et avec l'Église. Mon papa, quand il était jeune, il faisait le tour de l'Europe en stop. Mais à un moment, il avait plus du tout d'argent et il y a des moines qui l'ont pris en stop et les moines lui ont proposé de le loger gratuitement dans un monastère. Comme mon père n'avait pas du tout d'argent à l'époque, c'était presque un mendiant, il était dans la rue,
Il n'était pas du tout intéressé par la religion à la base, c'était juste pour avoir un hébergement et le temps de s'en sortir dans cette situation critique. Mais finalement, il est resté une semaine, puis 2 semaines, puis un mois, puis 2 mois, puis un an, puis 3 ans, puis 4 ans. Et finalement, il est resté pendant 4 ans dans ce monastère. Il a étudié la philosophie. Et c'est comme ça que plus tard, il est devenu un professeur de philosophie. Mais ça peut sembler complètement fou, mais moi, quand j'étais petit, à table, on faisait le bénédicité. C'est-à-dire qu'on se donnait les mains comme ça. Et on devait dire notre père, machin, truc. Et le dimanche, avec mon père, on devait aller à l'église. Un truc dont j'avais horreur. Mais plusieurs années plus tard, dans le monastère où mon père avait été, dans cette fameuse communauté Saint-Jean, des pratiques ont été révélées étranges de la part du grand prêtre. En fait, c'était un gourou, un grand gourou d'une énorme secte qu'il dirigeait. Et mon père, par chance, n'a pas été directement victime par la communauté Saint-Jean parce qu'il y a eu des viols sur des moines, il y a eu des attouchements sur des sœurs. Bref, c'était un truc assez hardcore. Et l'année dernière, mon père a décidé d'écrire un livre pour dénoncer ce qui a été fait dans ce monastère. Donc, je vous mettrai le lien dans la description juste en dessous pour que vous puissiez aller voir. Comme il écrit, entrer dans la communauté Saint-Jean en 1981 à 20 ans alors que je n'étais pas croyant, j'étais sous l'emprise du fondateur, le père Marie-Dominique Philippe. La plupart des frères Saint-Jean, tous au moins les plus classiques de cette communauté qui sont entrés en même temps que moi au début des années 1980, furent à leur tour des prédateurs sexuels. Ces profanateurs ne se sont rien interdit. Ils reproduisirent à identique les mêmes mécanismes de domination et de sujétation que le fondateur pour imposer leur violence sexuelle à des proies sélectionnées. Voilà pourquoi j'avais toujours été méfiant de l'Église. Mais il y a quelques mois, j'ai eu comme une prise de conscience qui m'a permis de me rendre compte que j'avais une mauvaise image de la religion à cause de quelque chose qui n'avait rien à voir avec la religion en elle-même. D'un côté, dans ma tête, tout est carré, discipliné, structuré. J'ai mon plan sur 3 mois, j'arrive à me projeter même sur 15, 25 ans. Et de l'autre côté, je sentais que j'avais besoin d'une part de spiritualité, quelque chose de plus intuitif, un peu comme une connexion à Dieu, mais j'arrivais pas à mettre des mots dessus. Et comme j'avais refoulé cette chose-là par rapport à Dieu, je me disais que c'était absolument pas possible de pouvoir imaginer qu'il y ait quelque chose de plus grand que nous. Mais finalement, je ressentais vraiment ce besoin. C'est comme si j'avais 80% de mon esprit qui était en mode très structuré, très carré, et d'un autre côté, j'avais besoin d'avoir ce 20-25% d'intuition de choses qu'on ne peut pas contrôler et qui sont un peu comme des messages qui me viennent du ciel, comme des moments où j'ai eu des gros moments d'inspiration dans ma vie. Par exemple, j'en discutais l'autre jour dans un podcast avec Emilio Abril, où c'était pendant une nuit, je me suis couché à 21 h et finalement à 22 h, j'ai des idées qui ont commencé à popper. J'arrivais plus à m'arrêter de penser. Et j'ai eu des sortes d'intuitions, de messages, je ne sais pas si ça me venait du ciel, mais en gros, ça s'arrêtait plus. C'est là où j'ai eu 20, 30, 40, 50 idées de titres de vidéos. Et c'est toutes les vidéos qui ont cartonné sur ma chaîne Tony Guitar et qui m'ont permis de cumuler plus de 10 millions de vues en à peine 2 mois et de passer de 5 à 25 000 abonnés sur cette chaîne YouTube. Et c'est fou, je voulais m'endormir, mais j'arrivais pas à arrêter de penser. J'avais mon petit carnet à côté de mon lit, je me réveillais, je notais, je me rendormais, je me réveillais, je notais. Et j'avais une sorte de connexion que je peux pas expliquer. C'est possible des fois qu'on reçoive des sortes de messages comme ça. Et j'ai eu cette révélation en passant du temps avec des amis, notamment Jenna Blossom et Paul, qui sont des créateurs qui parlent de spiritualité, qui m'ont permis d'avoir cette ouverture. Et donc, si je dois vous recommander un livre que eux-mêmes m'ont recommandé pour commencer, ça s'appelle Conversation avec Dieu. C'est un livre de Neil Donald Walsh. Et justement, c'est un homme qui a une sorte de conversation avec Dieu. Et je vais vous lire juste une petite phrase extraite du livre. Comme ça, vous pourrez vous en faire votre propre avis. Tu es un être triple, tu es un corps, un esprit et une âme. Tu pourrais également appeler cela le physique, le non-physique et le métaphysique. C'est la Sainte Trinité et on lui donne bien des noms. Ce que tu es, je le suis. Je me manifeste en tant que trois en un, ce que certains de vos théologiens ont appelé le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vos psychiatres ont reconnu ce triumvirat et parlent alors du conscient, du subconscient et du supraconscient. Vos philosophes réfèrent au ça, au moi et au surmoi. La science renvoie à l'énergie, à la matière et à l'antimatière. Les poètes parlent d'esprit, de cœur et d'âme. Les penseurs du Nouvel Âge font référence au corps, à l'esprit et à l'âme. Et j'aime bien parler de raison d'être entrepreneuriale quand on a un business. Au début, en tout cas, quand on se lance, on pense beaucoup à l'argent, on a envie juste de gagner 1000 balles, 5000, 10 000. Mais une fois qu'on atteint un certain palier, j'ai l'impression que pour la plupart des gens, c'est pareil, il manque de sens. Il faut pouvoir trouver un nouveau sens, trouver quelque chose d'autre qui nous anime. Donc, soit on va essayer de s'inventer une sorte de mission et ça va être de pouvoir aider les gens. Mais honnêtement, 90% ou 95% des entrepreneurs, à la base, veulent juste pouvoir être libres, gagner de l'argent
et être heureux avec leur business. Mais c'est très très rare que ce soit vraiment un objectif utopiste. À la base, c'est quelque chose qui vient de nous, on a envie de se libérer de nous-mêmes. Et ensuite vient la grande mission. Et donc trouver cette mission, ça peut être quelque chose d'assez complexe pour certaines personnes, de savoir comment est-ce que je vais aider mes clients ou changer le monde. Et donc une autre manière de voir ça sous un autre prisme, c'est de se dire, peut-être que ma mission, c'est, je suis venu là sur Terre pour apporter le bien, peut-être que c'est quelque chose qui est au-delà du profit, c'est peut-être Dieu ou quelque chose de plus grand qui m'a donné cette mission-là, et maintenant je dois aider le monde, en tout cas d'une manière ou d'une autre. Donc après, chacun perçoit ça de la manière dont il en a envie. Avant, j'étais très, très, très sceptique sur l'existence d'un Dieu, de quelque chose de plus grand. Vous savez pourquoi je n'y avais jamais cru, ou j'avais pas du tout envie d'y croire, ou c'était quelque chose presque qui me répulsait, qui me repoussait. Et aujourd'hui, j'ai changé mon état d'esprit par rapport à ça. Et je ne suis pas non plus un adepte de la religion, de Dieu ou quoi que ce soit, mais c'est juste que voilà, j'ai réussi à ouvrir mon état d'esprit, à me dire qu'il y a quelque chose d'autre qui sans doute existe et qui pourrait nous influencer. Et c'est quelque chose de bénéfique. Il y a des gens qui en ont besoin en fait. Et donc si ça peut vous tirer vers le haut, pourquoi se priver de ça? Maintenant, on va passer à l'étape numéro 4. C'est l'étape de changer de disque. Quand je parle de changer de disque, quand vous êtes dans cette situation où vous êtes vraiment pas bien, dans le down, etc., dont on a parlé, que vous n'avez plus du tout d'énergie et que justement vous cherchez à vous recharger en énergie, vous avez plein de pensées négatives qui vous sabotent. Vous vous auto-sabotez avec des pensées négatives. Peut-être que vous connaissez Mark Manson, c'est un gourou du développement personnel qui justement va critiquer intensément la pratique dont je vais vous parler aujourd'hui. Et cette pratique-là, c'est le fait d'utiliser les affirmations positives, un peu comme si vous essayiez de recabler votre cerveau. Vous allez plugger des nouvelles idées dans votre tête. Donc si par exemple, vous pensez que vous n'avez pas confiance en vous, vous allez écouter des affirmations positives, vous pouvez en trouver sur YouTube. Ça va être des phrases assez bateaux, assez basiques, qui vont dire: «J'ai confiance en moi, nanana, je me sens en pleine forme aujourd'hui». Ça peut sembler complètement con, je vous l'accorde, mais je vous jure que ça dépend des gens. Pour moi, c'est ultra efficace, j'ai pas honte de le dire. Ça peut sembler complètement con, c'est un truc de développement personnel à la noix, mais si ça fonctionne, pourquoi s'en priver? Pourquoi se priver d'un truc qui fonctionne, qui vous met bien dans votre peau, qui vous fait vous ressentir bien? Le concept est vraiment hyper simple. Vous tapez affirmation positive, par exemple, le problème que vous avez sur YouTube. Donc affirmation positive, confiance en soi. Affirmation positive, amour. Affirmation positive, argent. Affirmation positive, réussite ou le problème que vous avez. Et c'est complètement fou, mais à force de se répéter, répéter, répéter ces choses-là, matin, midi et soir, c'est vraiment efficace. À la fin, vous allez finir par y croire. Et c'est pas je souhaiterais un jour peut-être être heureux. En affirmant ça de manière positive, en disant je suis heureux, je suis confiant, j'atteins tous les objectifs que je veux dans mon business. En répétant ces phrases-là, ça va vraiment les ancrer en vous de manière très 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 profonde dans votre tête. Et quand j'étais dans cette période assez sombre et négative, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait une sorte de cure intensive d'affirmations positives matin, midi et soir. Donc dès que je me levais le matin, pendant que je prenais ma douche, je mettais mon réveil. J'utilisais la commande vocale de Siri. Dis Siri, recherche sur YouTube, affirmations positives, bonheur. Hop, je lançais le truc, je le posais, j'allais prendre ma douche. Recherche suite. D'ailleurs, je le dis et mon téléphone est en train de réagir en direct parce qu'il a compris ce que je voulais. Et du coup, voilà, dès que vous avez un problème, vous dites: «OK, comment est-ce que je peux couper l'herbe sous le pied à ce problème?» Et donc pour moi, c'était les affirmations positives, c'était très efficace. Il faut vraiment essayer de le ressentir et puis même si vous voulez aller encore plus loin, vous prenez un journal comme celui-ci que j'ai juste là et vous allez noter, répéter et écrire les affirmations que vous voulez vraiment vous ancrer en vous et je vous jure, c'est vraiment trop efficace. Ça dépend peut-être des personnes. Vous essayez, ça vous coûte rien. Mais pour moi, la recette secrète, cette fameuse étape numéro 4, l'idée de changer de disque et de transformer ces idées et ces croyances négatives en quelque chose de positif grâce aux affirmations positives, c'est quelque chose d'ultra puissant que j'ai utilisé plusieurs fois dans ma vie. Quand j'ai même débuté mon business et que j'avais aucune confiance en moi, j'ai utilisé ça. Ça m'a permis de poser les premières briques et de développer cette première confiance en moi avant de faire mes premières ventes. D'ailleurs, il y a un concept qui est connecté qui s'appelle le locus de contrôle interne et c'est le fait de croire
qu'on a le contrôle sur sa vie et sur ses résultats. Et ceux qui ont un locus de contrôle interne croient qu'ils ont un impact sur ce qui se passe dans leur vie. Un petit peu comme les stoïciens qui disent qu'il y a des choses sur lesquelles on peut agir et les choses sur lesquelles on ne peut pas agir. Et donc il faut se concentrer sur les choses sur lesquelles vous pouvez agir pour pouvoir les changer. Et donc les gens qui ont un locus de contrôle interne croient que les événements de leur vie sont principalement le résultat de leurs propres actions. L'origine de cette théorie vient du psychologue américain Julian Rother en 1954 et il explique que quand vous avez ce fameux locus de contrôle interne, vous avez une plus grande satisfaction de la vie, vous êtes moins influencé par les opinions des autres parce que vous savez que vous pouvez passer à l'action, vous avez la capacité d'aborder les challenges, les défis que vous rencontrez avec plus de confiance, plus de détermination. Les gens qui ont un locus de contrôle interne ont tendance à être plus heureux, en meilleure santé, plus indépendants, et ils associent le fait de travailler comme un gros bourrin à la motivation et à des objectifs de réussite. Bien sûr, ils sont moins stressés. Bref, ça fait rêver. On a l'impression que ça va changer toute votre vie d'avoir cette chose-là. Je vais vous donner un exemple de locus de contrôle interne. Comme ça, vous allez voir, c'est très concret. Par exemple, en classe, un élève avec un locus de contrôle interne croit que ses bonnes notes sont le résultat de ses propres efforts, de ses habitudes de travail et de son dévouement à l'apprentissage. C'est parce qu'il va charbonner comme un gros taré qu'il va obtenir des résultats positifs. Ou non pas parce qu'il a de la chance ou justement parce qu'il a reçu un truc lumineux qui l'a connecté à Dieu. Là, c'est parce qu'il sait qu'avec du taf et parce qu'il a ce locus de contrôle interne, ses efforts, sa persistance lui permettent d'obtenir des résultats. Pour aller encore plus loin dans ce principe de locus de contrôle interne, il y a un autre concept qui est connecté qui s'appelle le growth mindset qui a été mis en avant par une auteure qui s'appelle Carol Dweck. Et cette idée, c'est de croire qu'on a la capacité de s'améliorer, d'apprendre. Et dans ce concept de growth mindset, il y a deux types de personnalités. Le premier type de personnalité, c'est le fixed mindset et c'est lorsqu'on a des idées fixes que l'on refuse d'apprendre et qu'on pense que ce n'est pas possible de s'améliorer. Et de l'autre côté, on a le growth mindset. C'est lorsque l'on est ouvert à l'apprentissage, à l'enseignement et ce que l'on pense que l'on peut et même que l'on doit apprendre tout au long de sa vie. Je parle plus en détail du growth mindset dans le 10e épisode du tunnel, un épisode dans lequel j'ai interviewé un millionnaire et donc il partage sa philosophie de vie. Je vous invite à écouter cet épisode si vous voulez en savoir plus sur le growth mindset et les différentes techniques pour pouvoir développer cet état d'esprit. Donc maintenant, si on recule d'un pas, on retourne sur le locus de contrôle interne, on se rend compte que Harry Potter, il avait également la possibilité de choisir d'aller à Gryffondor et quand il a eu le choix-peau sur la tête, le choix-peau voulait l'emmener à Serpentard. Mais Harry Potter a dit s'il te plaît, Gryffondor, Gryffondor, Gryffondor. Il a réussi à influencer le choix-peau et donc c'est grâce à ce locus de contrôle interne que Harry Potter est arrivé à Gryffondor. Donc si Harry Potter avait voulu utiliser des affirmations positives pour aller à Gryffondor, il aurait dû se répéter quand il était dans sa petite chambre tous les soirs je suis à Gryffondor, je suis à Gryffondor, et donc ça lui aurait permis d'encore plus ancrer cette affirmation-là et de devenir un vrai Gryffondor. Donc voilà comment utiliser le pouvoir des affirmations positives et de pouvoir ainsi changer de disque. La cinquième étape, c'est ce que j'appelle la décharge cognitive. Une décharge cognitive, c'est quand vous allez pouvoir libérer toute cette charge cognitive, toutes ces pensées, toutes ces choses négatives que vous avez dans votre tête et de pouvoir les décharger sur un journal. Parce que justement, vous avez encore un amas de pensées négatives et de choses, de résidus toxiques qui sont encore dans votre cerveau et dans votre tête. Et donc, vous allez pouvoir utiliser votre journal pour sortir toutes ces choses-là. On les dégage, on n'en veut pas dans notre tête et on va les mettre dans un fameux journal. Et on va pouvoir utiliser ce journal de différentes manières. Donc, votre journal, c'est votre outil magique qui vous permet de faire sortir ces idées négatives, mais aussi de pouvoir recopier vos objectifs comme s'ils étaient accomplis, un petit peu comme des affirmations positives, un petit peu comme si vous faisiez une sorte de brainwash, de lavage de cerveau, en nettoyant toutes ces pensées négatives et en recopiant des objectifs et vos accomplissements. D'ailleurs, il y a une citation de William Zinsser qui dit l'écriture organise et clarifie nos pensées. L'écriture est la seule façon dont nous réfléchissons à un sujet et nous nous l'approprions. L'écriture nous permet de découvrir ce que nous savons et ce que nous ne savons pas, sur tout ce que nous essayons d'apprendre. Quand vous prenez votre petit journal pour écrire vos objectifs quotidiennement, pour les recopier jour après jour, l'idée c'est d'avoir un état d'esprit qui est axé sur des solutions. C'est de se concentrer sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Il y a beaucoup de gens qui vont utiliser leur journal pour raconter toute leur misère, un petit peu comme un journal intime. Donc il n'y a rien de mal à ça, d'écrire des choses pour pouvoir les décharger comme on disait précédemment.
Mais il y a aussi une autre manière d'utiliser son journal intime, son journal, ce que vous voulez, pour rédiger des solutions, pour essayer de trouver des solutions. Donc on va essayer de se poser sur un problème, essayer de trouver des solutions, mais aussi pour réécrire des objectifs de manière positive. Ce que j'aime bien utiliser dans mon carnet, c'est une sorte de processus en mode machine pour résoudre des problèmes. Pour résoudre un problème, il existe un processus en 5 étapes. La première, c'est de fixer des objectifs. Vous allez essayer de visualiser, de prioriser, de choisir l'objectif qui est le plus important dans votre vie aujourd'hui. Première étape, bien sûr, vous la notez dans votre carnet, vous notez objectif que je me suis fixé, objectif hebdomadaire, trimestriel, mensuel, annuel, ce qui vous semble le plus pertinent. Ensuite, identifier et ne pas tolérer les problèmes. Donc là, c'est une histoire de perception, ça veut dire que vous avez un problème. Par exemple, je veux faire 100 000 euros de vente. Problème, je n'arrive pas à trouver de clients. Ok, donc ça, c'est mon problème. Il faut l'identifier. Ça peut être plusieurs problèmes, c'est pas forcément un seul problème, ça va pas forcément vous sauter aux yeux comme l'exemple que je viens de vous donner, ça peut être quelque chose de beaucoup plus précis. La troisième étape de ce processus en 5 étapes, ça va être de diagnostiquer ce problème et ça, on va encore une fois utiliser notre carnet, on va essayer de brainstormer et d'être hyper logique, d'essayer de toucher le nerf, d'essayer de comprendre quelle est la source de ce problème. Donc là, si j'arrive pas à trouver de clients pour cette offre-là, pourquoi est-ce que je ne trouve pas de clients? Est-ce que c'est parce que je ne fais pas assez de prospection? Est-ce que c'est parce que mon tunnel de vente est claqué au sol? Est-ce que c'est parce que mon branding fait peur? Est-ce que, en fait, il faut essayer de comprendre, de se mettre dans la tête de son prospect, en tout cas d'essayer de diagnostiquer ce problème pour essayer d'en comprendre les causes. La quatrième étape de ce processus en 5 étapes, ça va être de designer un plan, de créer un plan d'action qui va éliminer les problèmes qu'on a identifiés. Encore une fois, vous pouvez visualiser, il faut être créatif, il faut pratiquer, et donc de se faire un plan d'action et de planifier exactement ce que vous voulez faire, un petit peu comme des dominos. Vous savez que vous voulez atteindre le domino final, eh bien, il faut placer des dominos sur leur chemin. Pour pouvoir faire tomber le domino final, il faut placer le bon chemin de domino avec les bonnes tailles de domino et les bonnes dimensions, pas des dominos trop petits, parce que sinon, ils vont pas réussir à faire tomber des dominos plus gros. Et enfin, la cinquième étape du process, ça va être de faire ce que vous avez planifié dans votre plan et de passer à l'action tout simplement. Donc c'est là où vous aurez besoin de discipline, d'une bonne éthique de travail et d'être proactif, de passer à l'action, comme on est en train de faire justement avec ce plan d'action que j'ai designé pour vous. Donc si on prend une étude de cas qui est juste sous vos yeux, ici c'est l'objectif, résilience, confiance et bonheur. Ici c'est tous les problèmes que j'ai identifiés pour vous. Ensuite, je les ai diagnostiqués pour vous. Donc ça, c'est tous les détails et quand on est rentré en détail, en profondeur dans chacun des points dans cette vidéo. Puis j'ai designé un plan, donc ça c'est le plan que vous voyez là avec les 7 étapes devant vous. Et ensuite je suis passé à l'action. Vous, après avoir vu cette vidéo, bien sûr, il faut que vous passiez à l'action pour pouvoir obtenir les mêmes résultats. Donc dans votre carnet, vous avez compris que la première étape, c'est d'écrire vos objectifs, d'écrire vos rêves et de les visualiser profondément, ça les rendra plus émotionnels pour vous. Tant que vos rêves ou vos objectifs ne sont pas connectés à vos émotions, eh ben, ils ne seront pas assez puissants pour que ça vous donne assez d'énergie pour passer à l'action. Atteindre ces objectifs, c'est une science. Il y a des étapes. Si vous suivez un modèle simple, vous pouvez atteindre tous vos objectifs, quelle que soit leur ampleur. Un aspect fondamental, c'est de les noter et de les réviser chaque jour. Une fois que vous les avez notés sur votre carnet, vous pouvez les relire ou les réécrire chaque jour. Et comme disait le docteur Wayne Dyer, lorsque vous changez votre façon de voir les choses que vous voyez changent. L'étape numéro 6, c'est de plonger dans un océan d'abondance. On a souvent l'impression de ne pas avoir assez d'argent, de ne pas avoir assez de temps, de ne pas avoir assez d'amis, de ne pas avoir assez d'énergie, de ne pas avoir assez, pas assez, pas assez, pas assez. C'est notre quotidien pour la plupart d'entre nous. Et donc la solution, c'est de plonger dans cet océan d'abondance. Tout ce que vous voulez dans votre vie est à votre disposition. Il suffit de décider ce que vous voulez et de l'impact de ce que vous voulez accomplir. La gratitude, c'est avoir une forme d'esprit d'abondance. Et lorsque vous réfléchissez avec abondance, le monde vous appartient. Vous avez l'impression d'avoir des opportunités et des possibilités illimitées autour de vous. Les gens deviennent comme des aimants et lorsque vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez, vous attirez davantage de choses positives et bonnes autour de vous et la gratitude est contagieuse. Et si vous êtes dans la gratitude dès le réveil chaque matin, vous attirerez le meilleur que le monde a à vous offrir. Je vais vous raconter une petite histoire, justement, il y a quelques semaines où j'étais vraiment dans le dur, j'étais vraiment pas bien. Et j'étais dans l'opposé de l'abondance, c'est le scarcity, c'est la rareté, et on a l'impression de manquer de tout. Et j'avais l'impression de manquer de charisme, de bonheur, d'argent, d'entourage, de
tout ce qui était autour de moi, c'était horrible. Je me sentais ultra mal parce que j'avais l'impression de ne pas avoir assez. Et quand on est dans ce mindset de scarcity, quand on a l'impression de ne pas avoir assez, malheureusement, c'est comme ça, mais on va attirer à nous le même genre de choses que nous-mêmes on rejette. Et ça peut sembler assez fou, mais c'est les lois de la nature, c'est comme ça, c'est vrai. Quand on est dans un mindset de scarcity, on va attirer le scarcity, on va attirer la rareté. Et quand on est dans un mindset d'abondance, eh ben, je ne peux pas vous l'expliquer, je ne suis pas un scientifique, je n'ai pas les connaissances nécessaires pour vous expliquer pourquoi, mais je peux simplement vous dire que ça fonctionne, que vous allez attirer de l'abondance. Et pour vous donner un exemple très concret, justement, j'ai perdu un gros client qui me rapportait la majorité de mes revenus à ce moment-là. Mais finalement, ce client-là, bah voilà, ça s'est terminé. Et donc, j'étais dans ce mindset de scarcity et donc, je n'arrivais pas à trouver d'autres clients et j'étais un petit peu en galère. Mais j'ai fait un énorme travail sur moi grâce aux 5 premiers éléments de la méthode que je vous présente là sous vos yeux. Et donc, j'ai commencé à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, à de nouveau être plus positif. Et l'étape qui me manquait, c'était l'étape numéro 6, c'était d'être dans un état d'abondance. Et donc, j'ai vraiment fait un énorme travail avec les affirmations positives, avec le journal, avec le fait de voir quelque chose de plus grand que soi, le fait de bouger mon corps, le fait d'avoir été honnête avec moi-même et avec mes amis. C'est ça qui m'a permis de me mettre dans ce mindset d'abondance. Il s'est passé quelque chose de très bizarre. Tout d'un coup, je me suis mis à imaginer que tout va bien en fait, que j'ai des clients, que je gagne de l'argent, que je rencontre une nouvelle meuf, que j'ai un logement incroyable, et etc. Et comme si tout était déjà réalisé, comme si j'étais vraiment dans l'abondance. Et je ne peux pas vous dire comment ni pourquoi, mais c'est arrivé. Et vous allez voir, on va y venir dans la routine numéro 7 dans quelques instants. Mais bref, l'idée d'être en abondance, vous allez attirer à vous ces choses-là. Et juste après, j'étais tellement positif et tellement confiant et sûr de moi et j'étais tellement dans l'abondance que j'ai réussi, je sais pas comment, à attirer des clients juste après. Et donc, ce truc-là s'est résolu de manière positive grâce à l'abondance. En tout cas, c'était un des éléments clés dans ce processus qui m'a permis de tout débloquer derrière. Et je suis persuadé que si cette opportunité s'était présentée devant moi 2 semaines auparavant avec ce nouveau client, probablement que je n'aurais pas pu voir et percevoir cette opportunité parce que j'étais trop dans un mindset de scarcity. Le fait de me dire que je peux attirer à moi ce genre de choses positivement. Quand j'ai vu cette opportunité-là, directement, elle m'a sauté aux yeux et ça m'a permis d'avoir un nouveau gros client. Et pour terminer, la 7e étape qui est extrêmement importante et qui m'a énormément aidé dans ce processus de reconstruction et de construction de ma résilience, c'est de créer son futur. Donc c'est l'étape numéro 7. Et le problème, c'est que vous avez l'impression d'être bloqué, de ne pas avancer. Et la solution, c'est de visualiser que vous avez déjà réussi. Donc je vais vous parler de 4 types de visualisation ultra efficaces qui ont transformé ma vie, clairement. D'ailleurs, Albert Einstein disait que l'imagination est bien plus importante que la connaissance, comme quoi c'est pas un hasard si cette imagination est tellement puissante. Mais avant de vous présenter ces 4 types de visualisation, je voudrais vous expliquer pourquoi et comment ça fonctionne, parce que je suis pas dans un délire ésotérique avec des chamans en haut de la montagne qui visualisent des trucs psychédéliques. Non, je vais vous parler de quelque chose de très concret, de réel. Je vais vous parler du concept d'auto-efficacité qui a été développé par Albert Bandura. Et l'idée, c'est de croire en sa capacité à réussir et à atteindre ses objectifs. À la base, la source de cette théorie, donc c'est la théorie de l'auto-efficacité qui a été développée donc, par ce fameux psychologue canadien Albert Bandura dans le cadre d'une étude sur la théorie sociale cognitive en 1986. Mais c'est quoi cette fameuse théorie de l'auto-efficacité? L'auto-efficacité, c'est la croyance qu'a un individu en sa capacité de réaliser une tâche. Plus la personne a confiance en sa capacité à réaliser une tâche, plus elle sera engagée pour y parvenir et réussir. Et il y a 3 effets d'une auto-efficacité élevée. La première, c'est de se fixer des objectifs qui sont plus hauts. Je vais vous citer un extrait de cette étude sur la psychologie sociale qui dit que l'on pense à l'impact de cette donnée en termes non seulement de gestion de son propre itinéraire de formation et de qualification, mais plus largement dans l'ensemble de la conduite de sa carrière, les personnes tendront à se fixer des objectifs plus élevés, toutes choses égales par ailleurs. La deuxième chose, c'est cette histoire de persistance des comportements face aux obstacles, parce que quand on sait que c'est possible, quand on sait que quelque chose va réussir, forcément on est plus persistant, on va aller jusqu'au bout. Si je vous dis, vous allez courir un marathon demain,
Vous allez me dire, Tony, 42 km, j'ai pas vraiment la motivation, ni l'énergie, ni la force de le faire. Si je vous dis, demain vous allez courir un marathon, mais vous allez gagner 1 million d'euros à la fin. Je pense que vous allez trouver la force et la persistance d'y parvenir parce que vous êtes prêt à souffrir pendant 6 heures d'affilée pour pouvoir gagner ce million d'euros. Le troisième effet de l'auto-efficacité, c'est la résilience des personnes face aux difficultés. Et donc, nous, justement, on revient sur la grande image de cette vidéo, de cette histoire de résilience. Et justement, d'après Bandura, ce qu'il dit précisément, c'est si les gens ne croient pas qu'ils peuvent obtenir des résultats qu'ils désirent grâce à leurs actes, ils ont bien peu de raisons d'agir ou de persévérer face aux difficultés. Donc maintenant que vous avez compris le pourquoi du comment de cette visualisation et de comment ça fonctionne, je vais vous partager les 4 types de visualisation que je pratique personnellement, de la plus facile à la plus difficile à mettre en place, mais qui ont un impact colossal sur votre bien-être, sur votre morale et sur votre succès. La première visualisation, qui est donc la plus facile, c'est de visualiser la journée parfaite. Donc le soir avant de me coucher, je planifie ma journée sur ce genre de petits papiers qui me permettent de savoir ce que j'ai prévu de faire le lendemain. Et le matin, quand je me lève, avant de sortir de mon lit, j'ai les yeux fermés et je vais prendre 2 minutes pour visualiser ma journée parfaite et je vais y mettre des émotions comme si les tâches étaient déjà réalisées et que je puisse ressentir toutes les émotions positives et du coup, ça sera beaucoup plus facile pour y parvenir. Vous pouvez également le faire le soir même ou en début de semaine pour visualiser toute votre semaine, ça peut être très important. Par contre, c'est extrêmement important de ressentir les émotions, que ce soit quelque chose qui soit viscéral, qui vienne à l'intérieur. Je vous rassure, plus vous allez vous entraîner à la visualisation, plus ça va être facile et plus vous pourrez ressentir les émotions et visualiser facilement. Le deuxième type de visualisation qui est vraiment très efficace pour moi, c'est de le faire juste avant une tâche qui est très difficile. Par exemple, je sais que je dois faire un truc super chiant comme envoyer un email qui me pète les couilles ou de la prospection, ou bref, faire un truc que je n'aime pas particulièrement faire. Et donc, je vais visualiser un moment de succès dans ma tête. Ça peut être un succès business, mais ça peut être quelque chose qui n'a rien à voir, quelque chose de personnel, quelque chose où vous avez vraiment ressenti une grande fierté, un truc super impactant dans votre vie. Vous allez essayer de le réimaginer, de penser à toutes les émotions, de le ressentir et putain, yes, c'était incroyable quand j'ai réussi à faire ça. Et vous allez ensuite penser à ce moment où vous devez faire de la prospection ou un truc que vous n'aimez pas faire et vous allez transférer les émotions de cette situation où vous avez réussi et où vous êtes trop fier à cette situation de merde que vous n'avez pas envie de faire, cette tâche difficile que vous n'avez absolument pas envie de faire, mais le fait d'avoir visualisé d'abord le truc facile, que vous avez eu un grand succès, puis ensuite cette tâche difficile que vous n'avez pas envie de faire, vous allez transférer ces émotions, ensuite vous visualisez en train de l'accomplir avec succès. Le troisième type de visualisation, c'est de visualiser vos objectifs à long terme pour les transformer en réalité. C'est vraiment très efficace pour les entrepreneurs, notamment quand vous avez un gros objectif. Et si vous avez un plan sur 20 ou 25 ans, je vous promets que ça changera tout. D'ailleurs, Dan Sullivan disait, si vous travaillez sur quelque chose d'important pendant 20 ans, ça transformera tout autour de vous. Donc mes questions pour vous, c'est sur quoi travaillez-vous qui vous pousse à vous lever chaque matin? Quel est votre projet sur 20 ou 25 ans? Vous devez trouver quelque chose qui pourrait vous fasciner pendant plus de 20 ans. Qu'est-ce qui vous rendrait vraiment heureux? Qu'est-ce qui ferait de vous la personne que vous souhaitez devenir? Une fois que vous avez ces objectifs-là, moi je vous conseille encore une fois de les noter dans votre fameux journal. Moi je les ai notés sur mon ordi, dans mon journal, dans ma tête, et ensuite, de temps en temps, je me pose dans mon canapé, ou je m'assois, je m'allonge, et je visualise en train de réaliser ces objectifs long terme. Donc ça, c'est un level up, c'est encore plus difficile que les choses précédentes, parce que là, c'est encore plus loin dans le temps. Mais plus vous vous entraînez à faire des petites visualisations sur des petits trucs, par exemple sur la journée, plus ça sera plus facile de visualiser quelque chose sur la semaine, sur le mois, sur l'année ou sur 20-25 ans. Et c'est en ressentant littéralement les émotions que vous avez à l'intérieur et en visualisant clairement avec des images ce que vous avez en tête que vous pouvez accomplir ce genre de choses. Le quatrième et dernier type de visualisation, c'est complètement chez pair et j'hésite même à vous le dire. Mais bon, je me suis engagé, donc je vais vous dire toute la vérité. Quand tous les jours, j'ai une petite alarme qui sonne sur mon ordinateur 2 fois par jour, à 10h30 et à 18h30, j'ai une sorte de déclencheur, donc ce petit réveil qui sonne plusieurs fois par jour. Et d'ailleurs, j'en parle dans cet épisode numéro 12 du podcast Le Tunnel. Et l'épisode s'appelle Ces 7 alarmes vont changer votre vie. Je vous invite énormément à aller voir cet épisode qui est sous-coté, qui est très pertinent par rapport au sujet dont je vous parle. Et donc, j'utilise un déclencheur, je mets une petite alarme sur mon réveil qui me permet tout de suite de rentrer en état méditatif et d'être tout de suite apaisé. Mais j'ai décidé de rajouter une autre alarme, de rajouter quelque chose
d'aller un level up. Et donc maintenant, quand j'ai cette alarme qui sonne, c'est une petite musique de piano toute relaxante. Et je m'imagine en train de monter pas à pas un escalier pour aller vers ma maison parfaite qui se trouve dans la forêt. Et quand la musique commence, j'ouvre la porte, je ressens toutes les sensations dans mon corps, donc j'ai comme des frissons. Et ensuite, je me pose dans un fauteuil ultra confortable et j'ai une grande fenêtre et je vois que des arbres autour de moi. C'est ultra apaisant. Ça me permet d'avoir ce petit cocon que j'ai dans mon esprit. Dès que j'ai besoin pendant la journée, si je sens que je suis un peu stressé, je peux retourner dans cette maison mentale où je me sens vraiment bien. Et plusieurs fois par jour, quand cette alarme sonne avec ce déclencheur, ça me permet de retourner dans cette cabane mentale qui se trouve dans ma tête. Voilà, je vous avais pas menti, je vous avais dit que c'était un peu chez père. Donc l'idée, c'est vraiment d'être dans le moment présent, comme la philosophie bouddhiste qui met l'accent sur l'idée de la méditation, etc. Donc voici les 7 étapes de notre programme de cette vidéo. Et maintenant, je vais vous raconter une histoire qui m'a vraiment aidé ces derniers temps. Vous connaissez l'histoire de Périclès, le général grec? C'était en pleine guerre de Péloponnèse. Il est là à la tête de sa flotte de 150 navires quand, tout à coup, une éclipse solaire apparaît. Tout devient noir et ses hommes commencent à flipper, c'est la panique totale. Mais Périclès, lui, il reste calme. Il s'approche de son commandant qui est terrorisé. Il lui prend son manteau et lui enroule autour de la tête pour cacher ses yeux. Et il lui demande: Est-ce que tu as peur maintenant de ce que tu vois là? Le commandant répond: Bah non, évidemment. Et Périclès lui sort: Alors quelle différence ça fait que l'obscurité soit causée par une autre chose? En fait, les Grecs avaient compris un truc très très important, c'est que la perception, c'est la clé. Si on arrive à voir un problème sous un angle différent, alors il perd de son emprise sur vous. C'est exactement ce que j'ai fait avec ces 7 routines que je vous ai partagées aujourd'hui. Et pour enfoncer le clou, quand j'étais vraiment dans le down, j'ai relu L'obstacle et le chemin de Ryan Holiday, et il vous fait comprendre que les obstacles ne sont pas des murs, mais des opportunités pour vous dépasser. Et en adoptant cette mentalité de guerrier philosophe, j'ai transformé mes problèmes en tremplin pour me motiver. Donc mettez en place des routines positives et comme disait Marc Aurèle, ce qui fait obstacle à la voie devient la voie. Alors on retrousse ses manches, on y va et faites de chaque défi une occasion de montrer de quoi vous êtes capable. Si vous avez envie de développer votre résilience pour rester au top dans votre vie personnelle et votre business, je vous ai concocté quelque chose de spécial. Le problème, c'est que beaucoup d'entrepreneurs négligent leur équilibre et leur bien-être dans la course à la réussite. Résultat, au mieux, perte de motivation, au pire, burn-out. Donc c'est pas top. La solution, c'est d'adopter les bonnes routines et stratégies utilisées par les plus grands leaders. C'est exactement ce que je vous propose dans ma nouvelle formation gratuite 30 jours pour un équilibre business et bien-être. Et vous découvrirez comment allier performance entrepreneuriale et épanouissement personnel, le tout avec des exercices concrets à appliquer pas à pas. Pour vous inscrire gratuitement, recevoir la formation complète par email, rendez-vous dès maintenant sur tonymarketing.fr/30 jours, donc 30-jours. On se retrouve de l'autre côté sur tonymarketing.fr/30-jours. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Tony. Ciao, ciao!